moi c'est Kylian. J'ai 24 ans. J'ai eu 24 ans du coup en juillet. Je suis propriétaire d'une dizaine de d'immeubles. Donc ça doit faire une cinquantaine de lots. Je crois qu'on est à 48 à peu près. Donc j'ai commencé en en perso et puis après Ouais. au bout d'une trentaine de lots, je me suis associé donc avec mon associé donc William Costa qui du coup qui pèse aussi en tant que marchand de biens, promoteur et puis dans la création de société. Et puis après, du coup, je fais d'autres projets à côté, donc pour du marchand de biens, pour tout ce qui est réno, mettre en location et tout ça. Donc Ok, super. je me suis un peu diversifié, donc j'ai été un peu dans tous les domaines de l'immobilier. Il y a que la coloc que j'ai pas fait, mais que ça soit de la division, de l'immeuble de rapport, de la petite maison, de la LCD, de la location nue, de la location semi-meublée. Il y a, il y a quoi d'autre? J'ai un peu tout fait en fait. J'ai un peu tout C'est fait. quoi? C'est la coloc que t'as pas fait juste? Ouais, la coloc, c'est pas un Ouais, truc qui m'attire. Plus d'accord. peut-être aller vers le co-living, pourquoi pas, mais co-living, j'ai pas fait non plus. Mais en tout cas, ouais, la coloc m'attire pas plus que ça. Je trouve que c'est un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions, excusez-moi de te couper, n'hésitez pas si vous Yes. avez des questions à nous les poser dans les commentaires. Pareil, nous dire si vous nous entendez bien, s'il y a des problèmes de son. Ouais. Euh, ok. Du coup, ouais, donc tu disais juste la coloc et le co-living que t'as pas testé encore parce que Ouais. t'es pas trop attiré par ce marché. Et ben, c'est pas que je suis pas trop attiré par ce marché, mais c'est plus pour moi un effet de mode. Ça s'y prêtait pas trop, du coup, dans ma région. Donc, du coup, j'en ai pas fait. Et sinon, du coup, fallait plus que j'aille vers Rennes pour en faire. Mais c'était pas une ville qui m'attirait au début parce que c'était trop cher. Ouais. Et pour aller juste faire de la coloc là-bas, j'en voyais pas l'utilité. Autant aller faire de l'immeuble par chez moi et donc du coup avoir une monopropriété et être propriétaire de l'ensemble du bâtiment. Ok, ok, bah écoute, génial. Après, voilà, pour le petit conseil, le petit tip, si vous voulez faire de la colocation ou du co-living, assurez-vous qu'il y a un marché pour le faire. N'allez pas Mais sur des toutes petites villes où il n'y aurait pas de demande c'est ou sûr. essayez de vous placer proche des universités ou des pôles d'emploi, des pôles attractifs, parce que sinon vous risquez de vous exposer à pas avoir de demande et du coup le bien ne serait pas rentable. Mm. Ok, super, Kylian. Bon, bah nickel. Pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Alors, c'est une grosse question. Déjà, je vais répondre à la petite question là. C'est où par chez toi? Donc moi, je suis en Bretagne, donc à côté de Rennes. Donc voilà. Et donc pourquoi je me suis lancé dans l'immobilier? Donc je me suis intéressé à l'immobilier à l'âge de 14 ans. Ça peut paraître très jeune, Ouais. mais en tout cas c'est comme ça que je suis tombé un peu dans l'immobilier. Mon père s'intéressait au Pinel et donc je me suis dit moi je vais m'y intéresser aussi. Et mon but en fait c'était d'acheter ma maison à 18 ans, donc acheter une petite maison, de la rénover, de revendre, acheter plus grand, rénover, revendre et ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir ma belle maison et tout ça. Et j'étais pas du tout dans l'immobilier à l'époque, mais je sais que depuis tout petit je veux faire ça. Donc je me suis intéressé un peu au Pinel. J'ai tout de suite vu que c'était pas pour moi parce que déjà je payais pas d'impôts. Donc le gros avantage du Pinel, c'est quand tu payes des impôts pour défiscaliser. Donc forcément moi, comme j'avais pas ça, et ben j'étais un peu embêté. Donc je me suis dit c'est pas pour moi le Pinel. Et puis après, à l'âge de 15 ans, j'ai été en apprentissage en peinture. Et donc là, j'ai commencé à rénover des appartements pour des clients. Et je voyais mais les factures passer, des prix mais monstrueux. Moi, j'étais juste en peinture isolation placo, mais je voyais du coup le plombier, je voyais le menuisier, je voyais tout le monde passer et tout le monde y déposait la facture, mais des factures de fou. Je me dis, mais à aucun moment ça peut être rentable quand tu achètes un immeuble 200 000, que tu fais 100 000 euros ou 100 000 et que tu mets 100 000 euros de
de travaux. Là, je dis, mais Ouais. ça peut pas être rentable, quoi. Et je me suis dit, attends, il y a moyen de faire un prêt. Le prêt, on peut lisser du coup 200 000 sur 20 ans. Je me suis renseigné, et puis après, je dis, ah ouais, mais si tu lises 200 000 euros sur 20 ans, ça te fait plus que 1 000 euros par mois, sachant que tu as plusieurs appartements, donc tu en as un qui va te payer, ou deux qui vont te payer le crédit, et puis le reste va te payer les charges, et l'autre, ça va être dans ta poche. Donc j'ai, ah ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et du coup, je me suis renseigné, et puis bah, j'ai vu que c'était faisable dans ma ville parce que du coup, je rénovais des biens pour des investisseurs qui le faisaient déjà. Et donc là, bah, après, je me suis renseigné. Bon, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant aujourd'hui sur YouTube parce qu'on parle de ça il y a presque maintenant 10 ans. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer de voir, je vais essayer de faire des études de marché, je vais essayer de voir ce qu'il y a sur le bon coin et puis ainsi de suite. Et donc du coup, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à visiter des biens. Et je faisais Ouais. des offres, mais super agressives, pour plus ou moins que le vendeur se braque et voir un peu sa réaction, comment je pouvais récupérer le truc, comment. Mais en fait, je m'en foutais. Au contraire, plus le vendeur disait non, plus j'étais content parce que du coup, j'avais pas acheté le bien. Mais Ouais. le problème, si je tombais sur un vendeur qui me disait oui, eh ben, je pouvais pas l'acheter parce que j'avais 17 ans. Donc, gros problème qui se posait. Et au final, je suis tombé sur un vendeur qui a dit oui. Et j'avais 17 ans, donc j'ai pas acheté le bien. Au final, je raconte tout ça dans mon livre. Oui, j'ai écrit un petit livre. C'est 20 logements à 20 ans. Et donc, du coup, j'explique en fait tout le processus du bien que j'ai trouvé et comment ça a fini dans mon livre. Je vais pas le raconter ici parce que sinon, on va en avoir pour On plusieurs va heures. passer la soirée jusqu'à demain. Ben, c'est ça. Et donc du coup, après, bah, j'ai eu 18 ans et j'ai trouvé un petit immeuble de rapport de 4 studios et déjà loué, déjà meublé, sans travaux. Donc ça, c'était vraiment top pour assurer les banquiers. Et sauf que j'avais pas une situation très favorable. Donc j'ai mis toutes mes chances de mon côté pour aller demander un prêt. Et au final, bon, je fais rapide. J'ai eu mon prêt avec du coup le banquier bah, d'enfance avec qui j'étais. Et il a cru vraiment en mon projet et c'est grâce à ça que j'ai pu acheter mes premiers biens. Et donc voilà. Et pour la petite anecdote, du coup, le premier bien que j'ai acheté, le locataire avait tout cassé à l'intérieur. Et enfin sur un appartement, donc j'ai dû tout refaire. Et donc j'en ai eu pour 5 000 € parce que j'ai tout refait moi-même. Et j'en ai eu pour 5 000 €. Et au final, je l'ai passé en courte durée. Et donc du coup, j'habitais l'appartement de derrière. Les deux du haut me payaient le crédit. Et celui en courte durée, c'était tout dans ma poche. Et après, je l'ai vendu à 8% de rentabilité. Et du coup, je l'ai Ouais. vendu 260 000. Et La totalité? c'était 108 500. D'accord, magnifique. Du coup, en fait, vu que je l'ai mis en courte durée, bah, ça a boosté la renta. Super. Pour rebondir sur ce que tu disais, déjà, pour commencer par le Pinel, donc pour avoir Ouais. travaillé plus de 15 ans à la banque, on vendait du Pinel. Donc, pour ceux qui voudraient faire du Pinel, alors bon ou mauvais choix, ça, c'est à vous de voir. Quand on est investisseur et qu'on veut faire de la renta, on évite le Pinel. Après, vous pouvez en faire. Comme le disait Kylian, pour les réductions d'impôts, par exemple. Mais Yes. attention que ça ait un intérêt parce que c'est limité, les réductions d'impôts. Donc, si vous payez 20 000 euros, il n'y a peut-être pas d'intérêt à faire du Pinel. Donc, regardez ça. Et pour les travaux, c'est pareil, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux travaux, faire ses travaux soi-même. Ouais, certes, tu vois des grosses factures passer quand tu fais appel à des artisans, mais il faut voir si ton projet est rentable avec les travaux. C'est un gain de temps. Et en plus, les travaux, quand tu es au régime du REL, donc on va pas rentrer dans la fiscale ce soir, mais tu peux les déduire des loyers que tu encaisses. Donc, si Yes. tu veux pas te faire massacrer par les impôts après, tu as intérêt à regarder pour créer du déficit foncier, donc pour faire des travaux, faire tout ça pour que ça soit déduit des loyers que tu encaisses. Donc top, top, top ton premier investissement. Et du coup,
c'est quoi qui a fait que tu t'es lancé? Parce que tu n'as pas vraiment répondu. C'est la renta, c'est l'intérêt que tu avais pour l'IMO, c'est quoi? Ouais, bah en fait, je suis tombé dans l'IMO étant tout petit, donc, donc au final, je me suis vite intéressé à ça et j'ai vraiment vu en fait un effet de levier et le but vraiment c'était du coup d'obtenir ma liberté financière de façon à être maître de ma vie et pouvoir faire ce que je voulais après et du coup pu être bah, pu être menotté à un métier et puis se dire bon bah on verra quand on sera en retraite, on pourra profiter et tout ça. Non, là, c'était pas du tout mon but. Le but c'était vraiment d'avoir la liberté financière et après pouvoir profiter comme je veux ou comme je le fais aujourd'hui de toute la vie qui nous offre quoi. Et puis Ouais, tu voyages beaucoup. Tu ouais, voyages je beaucoup, j'ai voyage vu. énormément. Je voyage à peu près une fois tous les mois. Là, c'était août, donc j'ai pas voyagé. J'ai laissé les salariés aller voyager tranquillement. Moi, Et les c'est. parents, s'il te plaît. Et les parents. Mais ouais, après, moi, non, août, juillet, je suis quand même parti. Mais août, non, c'est pas pour moi la foule et tout ça. Non, ça m'intéresse pas. Mais après, ouais, je voyagerai. De toute façon, c'est prévu, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Tous les mois, j'ai quelque chose. Ouais, nickel. Et du coup, est-ce que d'après toi, c'est plus dur à investir quand tu es jeune? Surtout toi, tu as investi très jeune à 18 ans. Est-ce que quand tu as investi, quand tu as été voir le banquier, justement, est-ce qu'il t'a pris au sérieux? Comment ça s'est passé? Est-ce que d'après toi, déjà, c'est plus dur d'investir quand on est jeune que quand on a 30 ou 40 ans, par exemple? Bah, moi, en fait, j'ai côtoyé énormément d'investisseurs, du coup, et je m'inspire beaucoup des investisseurs, du coup, les plus vieux, je dirais, donc ils ont beaucoup de bouteilles et bah, tous les investisseurs à qui j'ai parlé et qui ont bah, plus de 50 ans, et ben ils m'ont toujours dit oui bah si j'aurais su j'aurais investi plus jeune quoi. C'est vraiment mon seul regret c'est de pas avoir commencé plus jeune. Et il y a jamais quelqu'un qui va dire ah bah si j'aurais su j'aurais commencé plus vieux quoi. Plus tard. C'est impossible. Donc au final, s'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et de toute façon, l'immobilier, mis à part si tu fais un très mauvais coup, mais souvent ça prend tout le temps de la valeur. Même dans les conditions actuelles, on ne sait pas si ça va monter, si ça va descendre. Au pire, achète, t'encaisses tes loyers, et puis si ça descend, c'est pas grave, t'encaisses tes loyers, t'encaisses. Et le jour où ça remonte, bim, tu vends, et puis t'encaisses ta plus-value, et en plus, tu auras encaissé tes loyers. Donc Tu après, sais qu'à l'âge que tu as, tu sais qu'à l'âge que tu as, tu peux battre un record, là. Tu as commencé à 18 ans, bah, c'est pas le tu es but parti après. pour battre tous les records. Ouais, mais je sais bien. Après, il y en a pas énormément qui ont un patrimoine comme moi. Là, j'ai été voir le comptable ce matin. Bah déjà, quand j'ai fait mon petit truc de société, je vais le montrer vite fait. Voilà comment toutes mes sociétés. Donc, quand j'ai fait ça, en fait, j'ai mis toutes mes sociétés ce matin. Et je dis, mais putain, mais j'en ai autant, mais c'est pas possible, attends, celle-là. Et puis au final, ouais, je me suis rendu compte que j'avais 9 sociétés et il y en a 3 en cours de création. Et quand j'ai montré ça au comptable, il me dit, ah ouais, c'est fou et tout. Il dit, mais tu sais que déjà, ta holding, elle est elle est valorisée à plus d'1 million. Bah, je dis, ouais, je pense, ouais. Bah, il dit, oui, c'est C'est même des sûr. sociétés IMO? C'est des Ouais, sociétés IMO? c'est des mots principalement, ouais. Donc ça va être des SCI, Chacun, des SAS, d'accord. une IRL, du LMP, et puis après ça va être des sociétés annexes de l'IMO, mais qui a un rapport quand même. Genre la vente de livres, la vente de séminaires, tout ce qui va être marchand de biens, mais ça c'est un gros rapport avec l'IMO. Ouais, Et après, j'ai d'autres projets derrière, mais que je vais pas en parler, que je vais pas en décrire ici pour l'instant. d'accord. Donc, chaque acquisition que tu fais, tu crées une structure? Non,
Non, pas forcément. Après, ça dépend vraiment des biens. Ça dépend vraiment ce que je veux en faire et ça dépend vraiment avec qui je m'associe. Mais du coup, non, c'est pas obligatoire. Ça va vraiment dépendre de si j'ai un bien qui correspond et que la société correspond, je vais le mettre dedans. Sinon, je vais en créer une autre. Ça, c'est pas un problème en soi. Ok. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Ne faites pas les timides. Je vois qu'il y a peu de questions pour le moment. On y répondra à la fin ou on y répondra au cours du live. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Du coup, Kylian, tu nous as pas répondu à la question. Alors, est-ce que d'après toi, c'est plus dur à investir quand tu es jeune? Et comment ça s'est passé avec le banquier la première fois que tu l'as sollicité? Bah, c'est pas forcément plus dur ou moins dur. C'est juste que il faut le faire bah, maintenant en fait. Ça va pas ouais, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de la situation de chacun. En fait, l'âge c'est qu'un chiffre. Donc Et tu as été pris au sérieux? Tu as été pris au sérieux quand tu as démarché les banques ou il y en a qui ont rigolé parce que tu étais trop jeune ou comment ça s'est oui et non. passé? Bah oui et non. En fait, ça va vraiment dépendre avec qui l'interlocuteur qu'on a en face. Forcément, quand on arrive ils savent que ça va pas être pour un projet immobilier. Ils vont plus faire un crédit bagnole ou un crédit étudiant. Et puis quand tu leur annonces crédit immobilier, ils disent ah tu vois c'est bizarre. Et puis après en fait quand tu apportes ton dossier, ils voient que le truc est carré et tout ça. Et là ils te prennent comme un client classique, mis à part certains banquiers qui ont un peu trop d'ego et qui sont jaloux et qui veulent pas te prêter forcément parce que du coup ils ont beaucoup de jalousie. Ok, ok, Et ok. ça m'est arrivé Moi, plusieurs fois. Et beaucoup aussi avec des courtiers. Des courtiers qui voulaient pas défendre mon dossier parce que dossier. du coup, il était trop complexe. Et quand ils ont vu mon âge, ils ont dit non, on pourra pas le présenter. N'hésite pas à nous solliciter, nous on défendra ton dossier. Il n'y a pas de Yes, souci. avec plaisir. Et du coup, comment ils ont réagi, tes proches, les gens de ta famille, par rapport au fait que tu investisses aussi jeune? Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'ils t'ont dit non, fais surtout pas ça? Ou est-ce qu'ils étaient contents pour toi? Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Et ben, j'en parle très peu avec ma famille en fait. À 20 ans, du coup, quand j'ai fêté mes 20 ans, j'ai fait montrer ma maison à toute ma famille, donc ma première RP, et j'ai eu plusieurs réactions. Comme ouais bah c'est bien franchement ce que tu vas faire ça va être cool. Après la maison elle était dégradée totale donc même Ouais, les marches on avait du mal à les monter et tout ça. Et puis j'ai entendu des remarques aussi ah bah ouais bah nous nos enfants ils ont pas ça, ce genre de réflexion comme ça. Donc là, tu te dis, ah ouais, bon, il y a aussi de la jalousie là. Bon, je vais un peu moins en parler. Au final, j'ai fait mes projets dans mon coin. Et puis là, tu vois, j'avais des 20 ans du coup de mon cousin samedi et j'ai commencé à parler un peu du coup de mon projet actuel que j'ai du coup avec William et sur un bien atypique. J'ai commencé à en parler un peu et là j'ai vu des réactions plutôt marrantes, tu vois, parce qu'on parle du coup d'une secret room, donc style of room ouais. et donc du coup là ça a fait parler, ça a fait parler et puis après bah en fait c'est venu dans la discussion donc j'en ai parlé vite fait mais sinon, j'en parle très peu. Pour eux, je suis agent immobilier et puis ça en reste là, quoi. Ouais. Après, moi, je pars du principe où enfin, moi, avec ma famille, il n'y a pas de souci, mais peut-être plus avec des copains ou des Ouais. proches qui sont pas investisseurs, j'évite d'en parler parce que, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à déclarer ce qu'on fait ou ce qu'on a à des gens qui ne sont pas intéressés par l'investissement parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens vont faire trop vite le raccourci entre ce que tu as acheté et ce que tu as vendu, enfin ce que tu as gagné. Ils voient pas toutes les étapes, les risques que tu as pris, la difficulté. Donc, si je peux donner un conseil à ceux qui investissent, c'est faites partie de groupes d'investisseurs, d'apéros IMO, peu importe, pour pouvoir échanger avec les gens parce que vous verrez quand vous commencez à faire un certain nombre de projets, c'est difficile de supporter tout sur soi. Alors, soit vous êtes associé, donc vous avez la possibilité de parler avec votre associé,
soit vous pouvez parler avec des investisseurs, échanger sur les problématiques que vous rencontrez parce que c'est super lourd, enfin, la charge mentale. Moi, j'investis pas mal en Île-de-France et voilà, même là, on commence les opérations de marchand. C'est prenant et du coup, des fois, c'est compliqué. Tu sais pas avec qui échanger et Et ça sert à rien de parler à des gens qui sont pas là-dedans parce que déjà, ça les intéresse pas et ils vont avoir des pensées peut-être qui vont être soit un peu négatives, soit ils vont se dire, oh putain, lui, il est blindé. En fait, il gagne bien sa vie ou des trucs comme ça. Donc, parler plus dans des groupes d'investisseurs, échanger avec des investisseurs, déjà, c'est super cool d'échanger avec des gens qui ont comment dire, les mêmes hobbies, entre guillemets, parce que ça reste quand même quelque chose de plaisant d'investir. Enfin, je pense que c'est une de mes questions, mais je pense que c'est une passion. Je sais pas pour toi, mais il n'y a pas que l'intérêt financier. oui, oui, c'est sûr. Bah moi, je suis complètement passionné et de toute façon, je vis de ça. Je vis pour ça aussi. Et puis, j'ai changé tout mon cercle d'amis. Et puis maintenant, mes amis les plus proches, c'est aussi des investisseurs. J'ai aussi mis du coup bah, mon meilleur pote à l'immobilier. Donc forcément, oui, c'est maintenant toute ma vie est tournée autour de l'immobilier. Mais après, bah, avec mes proches, voilà, ça reste mon métier. Quelqu'un qui va travailler à l'usine va pas parler de l'usine, forcément à sa famille. Enfin, il va dire, bah, je commence à telle heure demain et puis je finis à telle heure et puis c'est tout, quoi. Ou oui, j'ai rencontré ma collègue, je lui ai parlé, c'était cool et puis voilà, quoi. Mais moi, bah, ça va être pareil. Je vais dire, bah voilà, bah demain je commence à telle heure et puis voilà, je fais des visites ou je vais voir les gars et puis c'est bon, quoi. Je vais pas détailler plus que ça. Après, ça reste quand même la vie privée, enfin la vie professionnelle et dans ta vie privée, dans ta vie familiale, bah après tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu fais de tes journées et tout ça. Tant que tu es heureux, tant que tu gagnes ta vie, ta famille se porte bien, donc ils n'ont pas besoin de tout savoir non plus. On a eu des commentaires, vivons heureux, vivons immobilier, vivons caché. Ouais, c'est pas caché, mais disons que oui, il faut le garder pour des gens à qui ça intéresse et pas Oui. peut-être pas le mettre au nez de tout le monde, ça n'a pas d'intérêt. Et après, on a eu un autre commentaire, si ta Love Room ou ta Secret Room, c'était la chapelle. Non, bah justement, j'ai vu William passer et j'ai vu Mathieu aussi passer. Et non, la chapelle, c'est William et Mathieu qui la font. Et donc du coup, non, moi, c'est pas la chapelle, mais ce projet-là est assez ouf. Et je pense que du coup, William en parlera au séminaire de ça. Et ils en parleront aussi le 1er octobre à Rennes. Ils font Mathieu va faire une petite rencontre, enfin petite. Il est assez ambitieux sur les chiffres. C'est un truc de malade le nombre de personnes qui sera présent. Mais en tout cas, ouais, ils vont sûrement parler aussi le 1er octobre à Rennes. Super. Et on en a parlé un petit peu en intro, mais tu peux nous dire où tu en es dans l'investissement immobilier? T'as combien de lots aujourd'hui? Alors là, bah, j'en ai 30 en perso. Et après, en fait, ça va être de l'achat-revente, ça va être des biens insolites, ça va être des terrains constructibles qui sont pas encore construits, qui sont pas encore divisés, qui sont pas encore revendus. Donc, en fait, ça va aller, si je compte en immeuble ou en achat, on va être à 4 achats en associé, enfin en société du coup, et 5 du coup, parce que j'ai racheté un hôtel là récemment. Et puis après, si on divise tous les immeubles, ouais, on va être à je crois qu'on est aux alentours de 50 ou 48, je crois exactement. Ok, bon, super, Ouais. super, super. Et c'est quoi justement par rapport à ça? C'est quoi tes objectifs ou c'est quoi tes prochains projets? Quelles sont les étapes un petit peu que tu t'es fixé ou les objectifs que tu t'es fixés pour la suite? D'être heureux? Non, C'est pas mal, c'est une bonne ça, étape. ça va être principalement de voyager. Après, en IMO, comme je disais, c'est un métier, donc en soi, pour l'instant, c'est plus une passion et tout ça. Donc, ça va être mes objectifs, ça va plus être de faire des projets qui me font vibrer. Tous les projets qui sont chiants à faire,
que j'aime pas et que je passe du temps pour rien, je vais les virer. Je vais virer certains biens où les locataires prennent du temps à gérer. Donc ça, je pense revendre une partie de façon à me faire du cash et à pouvoir encore profiter plus. Et puis après, mes objectifs, sinon, ça va être peut-être de m'associer du coup avec d'autres personnes sur des projets peut-être plus gros, sans prendre trop de risques non plus. Et puis vraiment de kiffer, et puis après d'aller plus dans l'entrepreneuriat classique et pouvoir faire ouais, des trucs un peu plus atypiques, et puis en fait créer un écosystème du coup comme l'a fait William, et puis prendre cet exemple-là. Ok, super. Et bon, après, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que ne pas prendre de risques, c'est souvent complexe parce que ton risque est souvent lié à la rentabilité ou corrélé au cash que tu vas dégager. Donc, c'est vrai que Ouais. le risque doit être maîtrisé, mais c'est souvent compliqué de ne pas prendre de risques en immo. À Bah part si vous voulez oui, des placements oui, full après il n'y a sécurisés, pas mais à du coup prendre de avec moins risque de ou pas rapport. prendre de risque. C'est Ouais. parce que moi je sais que de toute façon je suis mordu à l'IMO, donc peu importe ce que je fais, il y aura du risque, c'est sûr. Après moi je dis pas prendre de risque, mais au final j'en ai pris énormément, mais j'ai pas grand-chose à perdre en soi, parce que c'est l'avantage en fait d'investir quand on est jeune, quand on n'a pas de famille et quand on n'a pas de d'enfants, et puis quand on n'a pas encore, quand à l'époque quand j'avais pas de copine, et forcément on peut prendre des risques comme ça. Si on se casse la gueule, il y aura, enfin ça va rien changer quoi. On va retourner à la base, et puis on retournera bosser en tant que peintre en bâtiment ou à l'usine, et puis on va se refaire un petit peu de sous, et puis on va recommencer, on va se reprendre une gamelle, et puis après on retournera, et puis ainsi de suite en fait, et jusqu'à temps que ça cartonne. Après, bon, l'immobilier, le risque est moindre, parce qu'au final, on sait ce qu'on achète et on sait que ça tourne déjà. Enfin, que ça va tourner déjà, les chiffres sont là et tout ça. Tu as moins de chances de te casser la gueule en immobilier plutôt que dans l'entrepreneuriat. Après, les chiffres sont assez figés en immobilier. Si tu loues à temps, tu vas pas multiplier du coup ton loyer par 6 comme ça du jour au lendemain, sauf Alors, cas exceptionnel. Et là, ouais. tu vas partir dans l'entrepreneuriat avec la LCD, par exemple, ou la division et tout ça. Mais là, ça va plus être un peu plus de l'entrepreneuriat. C'est clair. Pour rebondir là-dessus, tu peux, en fait, c'est comme ça que tu peux dégager des fois des grosses rentas en voyant les choses que les autres Yes. vont pas voir. Vous allez voir quelque chose que quelqu'un n'a pas vu et du coup, vous allez procéder à de la division, des choses comme ça qui vont vous permettre d'augmenter les rendements de façon significative. Et ça, c'est cool. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous deveniez un petit peu un expert dans votre domaine pour pouvoir voir les choses que les autres ne vont pas voir. Donc Yes. ça, c'est intéressant. Et après, c'est pareil. Si vous devez chuter en IMO, vous casser la gueule parce que, enfin, entre guillemets, comme tu as dit, je pense pas que demain ça vaudra zéro. Mais si vous devez avoir une perte, je pense qu'il faut voir ça comme de l'apprentissage et tirer des leçons de la mauvaise opération que vous avez fait. Et une fois que vous avez tous les tips pour avancer, aujourd'hui, enfin, si tu devais tout perdre, c'était une des questions. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. que tu remettrais en place si tu devais repartir de zéro? Aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience que tu as acquis, tu serais capable de repartir de zéro, même si ça s'est Ah juste oui. cassé la figure, bah, tu pourrais vite dupliquer. Je pense pas que tu retournerais faire de la peinture ou n'importe. À mon avis, tu remettrais le système en place et tu repartirais encore plus Ouais. fort. Donc, si vous tombez, il faut pas se décourager. Ça arrive à tout le monde. Vous pouvez faire une société qui fonctionne pas, vous pouvez faire un investissement qui fonctionne pas comme vous voulez, c'est pas grave. Tirez-en les conséquences et avancez. Donc, à mon avis, je pense que tu pourrais repartir encore plus fort. Mais du coup, pour répondre à la question qui a été posée, si demain tu devais tout recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment? Comment tu fonctionnerais? Et en fait, je resterai sur ma première stratégie, donc l'achat-revente avec ma RP. C'est là-dessus en fait où tu peux soulever le plus de cash plus rapidement. Et puis acheter, rénover la RP, et puis la revendre 1 ou 2 ans après.
Et puis après, bah, en parallèle, pourquoi pas faire des petits projets IMO. Donc après, ça va dépendre vraiment de ta situation, de combien tu as d'épargne, si le banquier est prêt à te suivre, si tu as des associés, si tu as hérité, si ainsi de suite. Ouais, Mais en tout cas, si moi je repartirais de zéro comme je l'ai fait du coup à mes 18 ans, où j'avais pas grand-chose mis à part un CDD et 912 euros par mois. Et ben là, ouais, opération de revente de RP. Et puis après, et ben, du locatif classique et acheter par exemple une maison, diviser en appart et mettre les apparts en Airbnb. Et là, bah, en ouais. fait, tu as une maison, à la place de la louer, bah, tu fais plusieurs appartements, ça devient un immeuble, et après, bah, ça devient une machine à cash avec la LCD. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Je kiffe cette stratégie. Du coup, pour rebondir sur la stratégie, c'est quoi la stratégie locative que tu affectionnes le plus? Bah, l'immeuble de rapport est pas mal. Après, la LCD pour faire du cash, c'est bien, mais en soi, c'est contraignant. Mais par contre, juillet et août, là, c'est extraordinaire. C'est le feu. C'est extraordinaire. Ah, tu vois tous les jours plus 500 balles de booking Airbnb. C'est fou. Mais c'est non, c'est un truc de malade. Là, cette année, ça a vraiment craché. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais voilà, il y a du boulot derrière et puis on peut déléguer. En soi, on peut déléguer. Moi, j'ai à peu près tout délégué maintenant, mis à part les petites réparations. Quand je suis sur place, c'est moi qui y va, même si on n'a pas des masses. Mais sinon, ouais, quand je suis pas sur place, je dis à un gars d'y aller et puis à ma place. Et puis après, faut être réactif. Donc, faut que le D'accord. gars il soit Toi, la directement stratégie. sur le chantier et l'envoyer à côté, quoi. Mm. Donc, la stratégie, tu préfères immeuble de rapport. Après, quand on dit immeuble de rapport, enfin, je sais pas si c'est ce que tu fais aussi. Moi, j'aime bien prendre des maisons que je divise et qui Ouais, deviennent bah je des fais un peu immeubles. de tout. On les divise, Ouais, ouais, en les divisant officiellement avec des compteurs en respectant les places de partie. En fait, tu achètes une maison et ça devient un immeuble de rapport. Il y a beaucoup moins de gens qui se positionnent là-dessus que sur des immeubles de rapport parce qu'on l'a vu. Alors là, ça va changer. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour se faire financer. D'ailleurs, demain, on prépare une surprise avec la sortie. On vous dira demain. Mais n'hésitez pas du coup à passer sur de la maison plutôt que l'immeuble de rapport. Vous aurez beaucoup de moins de monde sur le marché et vous verrez que vous pouvez en tirer un profit énorme parce que c'est vous qui avez créé votre immeuble de rapport et du coup en créant votre immeuble de rapport, vous allez vous dégager une maxi renta et vous allez faire ce qu'on disait tout à l'heure de la division. Et du coup, c'est là que vous allez ramasser une renta super importante avec une plus-value qui peut être très intéressante à la revente. ouais. Donc, toi, c'est la stratégie que tu affectionnes le plus. Comment tu fais pour trouver tes biens, pour gérer tes travaux, gérer la gestion locative? Tu nous as un petit peu répondu, mais est-ce que tu délègues ou est-ce que tu préfères le faire toi-même ou est-ce que tu as commencé par le faire toi-même et aujourd'hui tu délègues? Ouais, alors j'ai commencé à tout gérer moi-même. Quand j'ai eu 30, je suis monté à 34 locataires. Et le fait de vouloir voyager tous les mois et tout ça, c'était pas en concordance du coup avec ça, L'adéquation. en adéquation, voilà, chercher le mot. Et donc du coup, j'ai décidé de déléguer. J'ai dit à l'agence, voilà, soit je vous le mets en gestion, ça se passe bien, on continue comme ça, ou soit je vous le mets en vente et puis on le vend et puis basta. Et au final, ben, elle l'a pris en gestion et puis ça se passe bien. C'est cool parce qu'au final, là, elle me gère 3 immeubles. Donc ça fait 22 locataires. Donc c'est mes plus gros immeubles. Et donc elle gère 22 locataires. Moi, je gère le reste parce que c'est des locataires en longue durée et je les entends jamais. Ils demandent jamais de quittance, ils payent tout le temps en virement automatique et tout ça. Donc ça tourne tout seul, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Après, je gère aussi la courte durée.
Mais là, bah, les 22 locataires, bah, elles m'envoient 3 virements par mois avec tout le descriptif. Et donc, du coup, bah, c'est nickel, quoi. Et quand il y a un problème, et bah, elle appelle tous les artisans et puis ils voient. Et puis, soit s'il y a un problème, elle récupère la caution et s'arrange avec eux. S'il y a un impayé, elle appelle directement enfin, pour mettre en place la procédure et tout ça. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à faire, mis à part lire les mails une fois par mois de description, quoi, de description du mois, quoi. C'est quoi le coût en pourcentage de la délégation comme ça? Alors, c'est 5%. Elle me prend 5% pour la totalité et un mois de loyer à chaque fois qu'elle fait rentrer un locataire. Et s'il Sachez que reste moins d'un an, eh ben, elle reprend pas le mois de loyer sur l'autre locataire. c'est à peu près ce qui se pratique partout. Sachez que pour la gestion locative, on est entre 5 et 8%, on va dire. Et la plupart du temps, effectivement, vous devez donner un mois de loyer à chaque fois qu'il trouve un Ouais, locataire. Et il y a beaucoup plus d'agences aujourd'hui qui font ça. Si le locataire reste moins d'un an, c'est à leur charge. C'est ouais. pour eux le fait de retrouver. Et là, ils prennent pas de frais. Donc, Et j'ai vu une autre agence qui pratiquait 14%, mais par contre, ils prennent pas le mois de loyer à chaque entrée de locataire. Donc, tu payes ok, ça, c'est un 14% calcul. tout le temps. Et puis après, bah, quand il y a des locataires qui rentrent et qui sortent, et bah, tu payes quand même 14%. Donc, c'est un calcul à faire. Mais Ouais, 14%, je trouve quand même que ça fait cher, quoi. ouais, ouais. Faut que faites vos calculs et voyez c'est quoi le plus intéressant. Mais vous avez pas mal d'agences aujourd'hui qui proposent ça. Et après, la gestion, essayez de trouver. Enfin, moi, je pars du principe pour tout, il faut trouver un partenaire de confiance et établir une relation sur la durée. Donc, n'hésitez pas à en tester plusieurs au début quand vous commencez. Enfin, si vous ne trouvez pas le bon, parce que si vous trouvez le bon, restez avec. Et après, même si au lieu de 5%, ça vous coûte 6%, euh, pour moi, faut pas être rat dans l'investissement IMO. Ce qui compte, comme tu le dis, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de te dégager du temps pour Ouais, pouvoir faire ce que tu as envie. Alors, je suis pas fan, tout déléguer, c'est dans les films pour moi, et que ça tourne en automatique, t'es obligé enfin, c'est comme quand tu es entrepreneur, t'es Hmm. obligé de mettre la main à la pâte et faire surveiller au moins et filtrer un petit peu. Mais tu peux déléguer pas mal de choses, surtout si tu as une équipe de confiance, c'est très intéressant. Donc, faites attention à ça, essayez de trouver des bons partenaires. C'est pareil pour les artisans. Quand vous avez un bon artisan, travaillez avec lui sur la durée, même s'il est un petit peu plus cher que les autres, bah, ça ne doit pas être un problème. De toute façon, les travaux, encore une fois, quand vous êtes sur le régime Corel, c'est déduit des loyers que vous encaissez. Donc, quand on voit une opération rentable, ce que vous pouvez dégager comme cash flow, notamment si vous avez un différé de crédit, par exemple, n'hésitez pas à faire des travaux et avoir un artisan de confiance. Pareil pour la gestion locative que vous pouvez déduire. Voilà, c'est des choses où il ne faut pas faire des économies. Le comptable, c'est pareil. Quand on a un bon expert comptable, bah, on fonce, on y va. On n'est pas là pour grappiller 10 euros, 20 euros par-ci, par-là. Alors, peut-être qu'il y en a, c'est le nerf de la guerre, mais commencez pas par ça, en tout cas. Faut penser long Finissez terme, ouais. peut-être par optimiser vos biens, mais pas dès le début. Le but, c'est de trouver vraiment des partenaires avec qui vous pouvez avancer. Bah oui, bah si t'as un bon comptable et que tu dis bah non, il prend trop cher, je vais voir un autre, et parce qu'il te prend 100 euros de moins, mais par contre il te fait 10 000 euros de gourde, Ouais, tu les as c'est perdus, clair. tes 100 balles. C'est clair, c'est clair. Moi, je vois par exemple, sur les sociétés, j'ai un expert comptable. La première fois que j'ai été le voir, il m'a fait gagner plus de 10 000 euros en me donnant un conseil. Je lui ai dit, bah, c'est bon, il était à l'année, il devait être le double à peu près des autres. Mais je lui ai dit, je te prends tout de suite. Enfin, il m'a fait déjà donner, il m'a gagné 4 ou 5 ans d'expert comptable. Donc, Bah c'est oui. fou de passer par quelqu'un en fait, qui a une réelle plus-value. Bien sûr que ça a un coût, mais il faut payer les gens qui vont vous faire gagner de l'argent sur du long terme et pas voir profit immédiat, vous voyez, Hmm. sur des durées. Du coup, aujourd'hui, tu nous as dit que tu vis de l'immobilier, c'est une passion, donc on va pas en revenir là-dessus Ouais. peut-être. On a déjà vu ça. Est-ce que d'après toi, ça va être plus dur d'investir aujourd'hui ou c'est pareil? Bah après, c'est à toi qu'il faut demander ça, je pense. Moi, après, je suis le marché. Quand on me propose des bonnes affaires, j'achète. Et puis quand c'est pas des bonnes affaires, j'achète pas. Donc après, moi, je suis le marché. Si ça monte, bah, tant mieux pour les biens que j'ai achetés avant parce que je peux faire une forte plus-value.
Et si ça descend, bah tant mieux parce que je peux en acheter plus. Donc après, moi, je vis au jour le jour. Et donc, je vais pas commencer à prendre une boule de cristal et à faire ce que je sais pas faire. Donc, moi, ce que je sais faire, c'est acheter des biens et les revendre au bon moment. Donc voilà, je fais ce que je sais faire. Ok, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi non plus, j'ai pas de boule de cristal. Je vais pas dire que ça va être plus dur ou moins dur. Du côté des financements, ça devient un peu plus complexe. Ouais, Euh, et je pense que pour les gens qui sont de vrais professionnels, ou en tout cas qui vont devenir des professionnels et qui vont se préparer, donc qui vont avoir de l'argent de côté pour pouvoir aujourd'hui pallier au fait que les banques demandent plus d'apports et qui vont être formés, qui vont pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de monde qui s'est lancé ces 2, 3 dernières années avec l'engouement qu'il y a eu sur l'investissement MO par le fait des formateurs, par le fait de tout ce qu'on voit sur YouTube. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un peu le tri dans les infos que vous avez mm, et, euh, et se préparer en amont. Et des opportunités, comme tu le disais, bah, il y en aura toujours et il va y en avoir peut-être encore plus parce qu'il y a des gens qui ont peut-être fait des erreurs, qui n'ont pas investi de la bonne façon et du coup qui vont peut-être devoir revendre leurs biens. Et vous, si vous êtes prêt, si vous êtes à l'affût, si vous avez du cash, vous allez pouvoir à l'action et en briller et multiplier les investissements. Donc, c'est ça. restez à l'affût, professionnalisez-vous, essayez d'apprendre soit avec des vidéos gratuites, soit avec des formations, soit en se faisant accompagner par des professionnels, soit en vous entourant par un réseau de qualité, mais restez à l'affût des opportunités. Je pense qu'il va y en avoir pas mal. Et du coup, c'est là que vous allez pouvoir faire la différence. Yes. Euh, est-ce que, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer maintenant? Bah, qu'il faut acheter maintenant. Faut passer à l'action, non, mais c'est ça. Faut bien s'entourer, certes. Le mieux, c'est d'aller rencontrer du monde. Donc que ça soit apéro, que ça soit dans les séminaires ou dans les rencontres et tout ça. Là, vous payez pas en fait pour le séminaire, pour les personnes sur scène. Vous payez pour ça, mais aussi pour vous constituer un réseau comme on le disait tout à l'heure, en fait, vous n'allez pas en parler tous les jours avec votre famille. Donc, faut que vous en parliez autour de vous, que vous échangez. Moi, par exemple, là, cette semaine, j'ai eu en mardi, j'étais avec les copains en train de boire une bière. J'ai eu 4 agents immobiliers qui m'ont appelé pour me proposer un bien en même pas 1 heure. C'était un truc de malade. Et là, on m'a encore appelé tout à l'heure pour me proposer 2 autres biens. J'ai dit bah non celui-là ça m'intéresse pas. Bah il dit bah je rentre de Longères la semaine prochaine. Donc elle dit bah je te rappelle la semaine prochaine. J'ai eu 2 offres qui sont passées cette semaine aussi. Donc pour un petit local commercial et pour un immeuble de 7 appartements. J'ai eu une offre qui est passée, mais faut que avant ils vendent une cellule commerciale, mais j'en voulais pas. Donc il faut qu'ils vendent avant du coup sa cellule commerciale. Donc c'est que ça en fait. Là je me suis fait tout mon réseau et puis chaque personne m'apporte des biens, chaque personne m'apporte des connaissances, chaque personne m'apporte des contacts pour trouver un expert comptable, pour trouver un bon notaire, pour trouver un bon agent ou tout bêtement, ça va être un autre investisseur avec qui on va parler et il va me donner des connaissances en échange que moi je lui donne d'autres connaissances et on va parler un peu de notre marché sur place. Et puis, bah forcément, j'ai même des investisseurs avec qui je visite et tout ça. J'ai encore fait une visite, c'était quand? Hier, bah hier, avec une investisseuse qui se lance et qui voulait justement acheter une maison à diviser en 7 appartements. Mais bah, ça n'a pas été au bout parce qu'au final, c'était vendu trop cher. Et du coup, il y avait trop de travaux pour le prix au mètre carré de la ville. Donc c'était pas la peine. Ouais, Mais voilà, en gros, ouais, c'est super important du coup de rencontrer des gens, de se faire un réseau. Donc, si vous devez commencer l'immobilier, ça va être vraiment de rencontrer du monde. Et puis après, bah, de passer à l'action quand vous vous sentez prêt. Et puis, bah voilà quoi. Mais en ouais, je suis soi, totalement d'accord avec toi. Je ouais, pense qu'à un moment donné, vous pouvez acheter toutes les formations du monde, alors que nous, on commercialise des formations, mais honnêtement, ça sert à rien d'en acheter 15.
C'est Il faut trop ça. participer. Alors, les séminaires, c'est un peu différent parce que, comme tu dis, tu vas rencontrer du monde, tu échanges, tu crées un réseau. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Si vous ne passez pas à Ouais, l'action, il ne se passe jamais rien, vous n'allez jamais investir. Donc, il faut avoir des connaissances, pas se lancer comme un fou furieux. Et encore, je pense que tu apprends des erreurs, donc tu fais quand même attention. Mais il faut se lancer. Si au bout d'un moment, vous ne vous lancez jamais, bah, il ne se passera jamais rien. Donc, c'est ça. allez-y, foncez et passez à l'action. Sinon, vous allez rester toujours la personne qui va regarder sur Internet, sur Insta, sur YouTube, des vidéos, des trucs, mais vous n'allez pas passer le cap. Donc, si vous en avez envie, si c'est une passion, si vous avez envie de vous lancer, allez participer à des séminaires, allez faire des apéros IMO, allez participer à tout ce que vous voulez, mais passez à l'action, allez-y, foncez. Sinon, bah, ouais, vous n'êtes jamais investisseur. Yes. On a eu des questions, j'ai vu. Ouais, j'ai vu aussi sur la division de maison. Ouais, Et bah sur la division de maison, le critère majoritaire, ça va être les travaux. Peu importe combien tu achètes ton bien, au final, tu achèteras ton bien toujours vraiment pas cher. Et puis après, ça va être les travaux, ce que tu comptes faire, ce que tu veux faire et combien tu pourras louer. Et puis après, bah, c'est simple, tu additionnes tes travaux, ton prix d'achat, tes frais de notaire. Et puis, bah, faut que ça corresponde avec tes loyers, quoi. Donc après, ça dépend. ouais, et faites attention. Sur la division de maison, faites attention aussi de bien avoir les compteurs électriques parce que soit vous faites de la division officieuse, donc la Ouais, division officieuse, c'est pas de la vraie division, ça reste en quelque sorte de la colocation. Donc vous n'allez pas avoir les compteurs, vous ne pourrez pas revendre en gros. Soit vous faites de la vraie division, de la division officielle, et là, il va falloir des compteurs, des places de parking. Selon les ouais, communes, vous avez un plan d'urbanisme, vous avez des contraintes à respecter, des fois des espaces verts, un pourcentage d'espaces verts, un nombre de places de parking par appartement, des compteurs. Donc ça, faites attention par rapport aux maisons. Il y avait aussi une question tout à l'heure qui disait, euh, est-ce que le fait de faire les opérations, comme tu disais, de résidence principale, d'achat et revente, donc la résidence principale, c'était pour toi le moyen de dégager de la trésor, de repartir sur différents investissements locatifs? Alors, ouais, bah, pour revenir aux maisons, les compteurs, après, c'est assez simple à créer, donc ça va. Mais ouais, c'est Pas surtout les toujours. places de parking. Moi, dans ma ville, il n'y a pas besoin de place de parking, donc ça se fait assez bien. Et justement, les villes, ils veulent redynamiser leur commune, donc ils veulent vraiment mettre des personnes, peu importe où ils habitent, mais ils préfèrent voir un immeuble plutôt qu'une maison toute dégueulasse, délabrée dans leur ville. Donc après, ça, c'est chaque ville est différente. Mais après, ce que tu disais, c'était, je sais plus la question que c'était du coup. Euh, Est-ce que oui, est-ce que le fait de faire des opérations d'achat-revente sur ta ah résidence oui. principale, c'était pour te dégager de la trésor pour repartir sur d'autres Oui, bien expériences? sûr. Ouais, bah c'est pour dégager de la trésor. Après, bon bah faut vraiment le faire avec sa résidence principale, bien entendu. Mis à part si vous le faites en marchand de biens, mais sinon c'est un métier. Après, bon bah le faire une fois tous les 2 ans quand on a une bonne raison de revendre, c'est intéressant. Moi, du coup, vu que j'étais jeune, j'ai changé un peu de mode de vie, donc ça m'a fait des raisons de revendre. Après, j'ai pas revendu tellement. Là, ma première résidence principale, je l'ai pas encore revendue en 6 ans. Donc j'ai juste revendu un bien qui était mon premier bien. Sinon, et c'était en professionnel. Mais sinon, j'ai pas encore revendu de résidence principale. Ok. Et il y avait une autre question, quel renta vous conseillez quand vous faites de la division de maison? Moi, je pense que quand tu investis dans l'immobilier, tu dois te fixer des objectifs. Hmm. C'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est vivre des opérations que tu vas faire? Est-ce que c'est te donner un complément de revenu? Est-ce que c'est préparer ta retraite? Et selon ça, tu vas viser des Ouais. objectifs, alors soit en rentabilité, soit en cash flow. Ça dépend comment vous fonctionnerez. Mais il n'y a pas de rentabilité conseillée. En tout cas, pour moi, mon avis, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité conseillée sur une division de maison comme sur un autre investissement. Tout dépend de ce que toi, tu veux faire et quel renta tu vas te fixer. Alors, c'est clair qu'après, quand tu arrives en dessous de 5% ou jusqu'à 5% de renta, tu vas même pas autofinancer ton Ça investissement. va Donc dépendre. voilà. Ça va dépendre. Moi, là-dessus, j'ai un avis un peu, avec l'expérience, en fait, avec le recul.
euh, j'ai un avis un peu différent. Par exemple, du 5%, si on me propose du 5% sur Paris, je vais Oui, pouvoir y aller et faire, par exemple, un crédit in fine. Et donc, du coup, tu vas payer que bah, c'est un peu un crédit, en fait, différé tout le temps. Et c'est comme si tu avais un différé tout le temps. Et en fait, à la fin de ton crédit, donc à la fin des 20 ans, si tu le prends sur 20 ans, tu payes tout d'un coup. Sauf que sur Paris, eh ben, du coup, tu vas payer que tes intérêts du prêt. Tu vas recevoir les loyers, donc le bien va s'autofinancer. Et puis, dans 10 ans, le bien, il aura fait x4, x5. Et puis, donc, tu revends, t'encaisses ta plus-value et tu rembourses ton crédit. Hop, fini. Et encaissé, t'as encaissé 3, 4, 5 fois le prix du bien, quoi. exactement. Donc, c'est ce que je disais. Si tu veux faire, si ton objectif, c'est de faire du patrimonial, effectivement, tu peux acheter à 5% sur Paris de rentabilité. Ça pose pas de souci. Donc, ça sera en fonction de tes objectifs. Après, du crédit in fine aussi, c'est une des meilleures solutions, mais ça s'adresse pas à tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, tu as un patrimoine conséquent et tu as peut-être pas mal d'argent de côté. Donc, effectivement, tu as la possibilité de faire Mm. du crédit in fine. Donc, ça, encore une fois, c'est une très bonne stratégie pour ceux qui sont arrivés à un certain stade ou pour ceux qui arrivent à décrocher un crédit in fine s'ils ont pas mal d'épargne, par exemple, puisque la banque Ouais. demandera très certainement un nantissement, soit de votre épargne, soit hypothéquer un bien, donc tu demandera une garantie financière en face. Mais ça peut être une solution qui est magnifique. Et c'est Yeah. comme si vous aviez un différé sur toute la période du crédit. Donc c'est magique. Après, Ça, c'est top. effectivement, comme tu le disais, voilà, 5% sur Paris, ça peut être très bien si vous décidez de faire du patrimonial, mais je vous conseille de commencer par de l'investissement rentable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un financement. Si vous avez très peu de rentabilité, vous allez vite vous retrouver bloqué pour les financements et du coup, vous ne pourrez pas multiplier les acquisitions. Si vous voulez en avoir plusieurs, commencez par des investissements rentables plutôt que par du patrimonial. Et après, tout dépendra, encore une fois, de la stratégie que vous souhaitez adopter. On avait une autre question qui était qu'est-ce qu'on utilise pour faire de la séparation de maison pour deux apparts, par exemple, qui seraient collés. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour avoir fait pas mal de travaux et pas mal de travaux dans ce genre-là, moi, j'utilise du placophonique en double pot. Donc, c'est en fait, vous allez séparer votre bien. Alors, moi, quitte à perdre des mètres carrés, c'est souvent ce que je fais. Je vais faire une cloison classique, donc soit en briques ou en parpaing d'abord. Et ensuite, de chaque côté, je vais décoller un peu le rail et les montants et je vais mettre du placo phonique, donc du placo bleu en double pot. C'est là que vous allez croiser les placos de façon à ce que les jointures ne soient jamais au même endroit et vous isoler avec ça. Je ne sais pas comment tu fais toi, mais voilà, moi c'est comme Ouais. ça. Bah, ça, c'est le top. Même là, t'es au top du top. Là, c'est sûr que si tu mets parfum et placophonique des deux côtés en le doublant, là, tu t'entendras rien. T'entendras plus du coup quand ils auront les fenêtres ouvertes et que Les ça fenêtres passera ouvertes. par les fenêtres que par les cloisons, ça c'est sûr. Mais non, là, ça sera top. Après, ouais, parpaing, ça se fait, mais là, tu perds beaucoup. Mais cloison Ouais, phonique, déjà, franchement, avec une cloison phonique, il y a pas de problème là-dessus. C'est moi le plus gros problème que j'ai, c'est quand tu es en plancher bois et que du coup, t'entends en dessous. Là, c'est beaucoup plus compliqué à résoudre ce problème-là. Donc, c'est soit dalle allégée, ouais, soit bah, placophonique en dessous, de toute façon, c'est obligatoire. Et puis, ou sinon, tu as de la mousse, tu balances de la mousse expansive ou du Fermacell. C'est les trois solutions qui peuvent ouais. résoudre le Tu peux mettre problème. Moi, plancher bois, maintenant, j'évite d'acheter parce que ça reste compliqué quand même. ouais, ouais, c'est super compliqué. Ce que vous pouvez faire quand il y a un plancher bois, si vous devez le refaire notamment, c'est mettre des bandes entre les poutres et le plancher. Et ça réduit quand même de façon significative le bruit ou Ouais, ça évite les grincements des fois que c'est vous pouvez ça. avoir sur le bois. Ça, c'est pas mal. Est-ce que tu as un dernier conseil ou quelque chose que tu voudrais dire à tous ceux qui nous regardent ce soir, ceux qui regarderont le replay?
Bah après, dernier conseil, pas forcément. Après, faut vraiment passer à l'action et puis faut se faire kiffer quoi. Donc, profitez bien de l'investissement. Ne voyez pas que le côté financier, je pense. Il y a d'autres intérêts, c'est un kiff. Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais quand tu fais des projets, le fait de faire des projets de plus en plus gros, des projets où tu prends plaisir à les faire, je trouve que voilà, tu t'éclates tous les jours. Et le fait qu'il y ait un petit côté frisson, un côté nouveau, même si t'as beau en faire plusieurs, à chaque fois que je fais un nouveau bien, je me dis toujours, merde, est-ce que je suis en train de faire une connerie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ce petit côté-là, moi, c'est le côté que je kiffe dans l'investissement IMO, c'est qu'il y a un petit côté frisson, quoi. Bah ouais, carrément, carrément. Et puis tu découvres, enfin t'apprends, mais tous les jours, c'est un truc de fou. Moi là, depuis que je me suis associé, au final, j'ai appris, mais de ouf, parce que en fait, les projets que tu fais seul, c'est des projets que tu connais déjà. Donc même que tu as une petite surprise dans les travaux et tout ça, et bah tu sais la résoudre. Mais C'est clair. quand tu fais des projets en fait qui sont plus haut que plus haut que tes connaissances, et ben t'es sûr d'apprendre en fait sur le terrain. Et puis moi, je suis issu de l'apprentissage, donc au final, j'adore apprendre sur le terrain. Et puis j'en apprends tous les jours. En m'associant, c'est vrai que j'ai vachement appris, j'ai vachement évolué. Et donc c'est comme ça que j'ai pu me diversifier beaucoup plus. Et puis aller deux, trois, quatre fois plus vite.